venons d'assister au spectacle Clairière avec donc à la Joliette Minoterie, avec une chorégraphe voyante qui est Delphine Demont, qui a mis en place la compagnie Acajou, et avec un danseur non-voyant, Saïd Garbi, qui a créé sa compagnie qui s'appelle Le Grand Miro. C'est assez rigolo comme nom d'ailleurs. Ce spectacle Clairière, qu'est-ce qu'il raconte et pourquoi ce titre de Clairière ? Donc, c'est un spectacle qu'on a créé qui, pour moi, est né d'une interrogation, puisqu'en fait, ça fait plusieurs années maintenant qu'au sein de la compagnie Acajou, on anime des ateliers avec les personnes déficientes visuelles. Et je me suis interrogée sur ce que ce handicap changeait dans la mise en place d'une relation en danse. Et j'ai eu envie de creuser cette interrogation en travaillant avec un danseur aveugle pour tester des situations, interroger comment est-ce qu'on construit la partition de danse qu'on va exécuter, comment on joue avec le public. Et comme le champ était extrêmement vaste, il y avait plein de questions à poser, on a rétréci le champ en s'interrogeant plus particulièrement sur ce que ça changeait de voir quelque chose ou de ne pas voir dès qu'on entre quelque part, dans un lieu ou dans un espace de jeu, ou quand on entre dans une relation avec quelqu'un, ou dans une consigne d'improvisation, ou dans un mouvement connu. Et qu'est-ce que ça change quand on en sort aussi. Donc, le titre Clairière, on l'a trouvé en cherchant un titre qui fasse référence à ces espaces où on peut se rencontrer, dont on peut sortir, qui sont localisés à un endroit, mais qui sont intégrés dans un autre endroit plus grand comme la forêt. Alors c'est un spectacle qui se passe partiellement dans la pénombre, où on écoute beaucoup en fait. Oui. C'est cette idée d'écouter la danse qui est assez étrange. Qu'est-ce qu'on écoute ? C'est un spectacle dans lequel il y a très peu de musique, puisqu'il dure à peu près 45 minutes et il y a 7 minutes de musique. Donc tout le reste, effectivement, est loin d'être en silence, parce qu'on a des accessoires qui font du bruit. On a des galettes de siège qui font des frottements et le socle est en bois, donc ça roule aussi. Et on a du papier bulle qui définit les limites de l'espace scénique et également des rouleaux de papier bulle qu'on déroule à la fin sur lesquels on travaille, on fait différents sons. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur une écoute qui ne soit pas calée par rapport à des repères musicaux et voilà, qu'on ait la possibilité d'essayer de vraiment s'écouter au plus près, ce qui est très difficile à faire quand il y a une musique diffusée assez fort. Et c'est pour ça que j'ai privilégié un travail en silence qui met du coup en avant les bruits que font les accessoires et les bruits du corps aussi. Le souffle, les sons qu'on peut faire pour se signaler à l'autre, le dialogue dont on peut avoir besoin et les bruits simplement de déplacement au sol, les frottements, les choses comme ça. Il y a une idée avec cette idée du noir, de se projeter dans ce que peut être le quotidien d'un non-voyant. Non, je pense que c'est plutôt donner au public à appréhender un spectacle d'une autre manière que visuellement parlant, c'est tout. Je pense que c'est plus dans cette optique-là que le noir est présent. C'est vraiment emmener le public à voir autrement. C'est plutôt une vision artistique qu'une vision de sensibilisation, en quelque sorte. Ah oui, c'était pas du tout un spectacle conçu pour sensibiliser au handicap visuel. Ça, Après, évidemment, ça traite de cette question, mais ça la traite pas frontalement, pour moi. Et le fait qu'il y ait du noir ou de la pénombre, c'est pas dans l'optique de plonger les gens dans la cécité. Ce serait de toute façon faux. Mais même dans la danse, Delphine, par exemple, elle ne me regarde pas constamment. Non. C'est-à-dire qu'elle privilégie le contact, le ressenti que le regard. Voilà, bien sûr, de temps en temps, forcément, par la force des choses, elle jette un coup d'œil, mais c'est pas ce qu'elle fait en premier. Oui, c'est-à-dire que, en fait, j'ai cherché moi aussi dans mon travail à développer finalement une écoute similaire à celle dont Saïd a besoin pour être en phase avec moi en fait. Et qu'est-ce qui fait que tu es venu à la danse, toi, Saïd ? D'abord, tu es non-voyant de récent ou plus ancien ? J'ai perdu la vue à l'âge de 14-15 ans, petit à petit. Mais donc quand j'ai commencé la danse, j'avais 24 ans, donc j'étais déjà bien non-voyant. La danse, comment pourrais-je dire ? Bon, c'est plutôt, sans prétention aucune, c'est la danse qui est venue vers moi. En fait, c'est un chorégraphe flamand, belge, qui recherchait des non-voyants pour intégrer sa compagnie, parce qu'il avait envie d'une autre
notre sensibilité, autre chose. Il avait envie de vivre autre chose que ce qu'il avait de l'habitude de vivre dans ses créations. Et il se fait que voilà, moi j'étais dans un centre pour personnes déficientes visuelles, rien à voir avec la danse. J'étudiais l'informatique, traitement de texte et tout ça. Je faisais quand même pas mal de sport. Et on m'a demandé, est-ce que ça t'intéresse de faire de la danse contemporaine? Et j'ai dit, danse contemporaine, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas ce que c'était. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré le chorégraphe et il a organisé des ateliers, il m'a invité. Et puis quelques mois plus tard, il m'a demandé si je voulais commencer une aventure artistique avec lui. Et je me suis lancé comme ça, vraiment sans savoir vraiment où ça allait me mener. Et voilà, ça fait 20 ans que ça dure maintenant que je suis dans ce monde-là. J'ai commencé donc avec la compagnie Ultima Best, donc du chorégraphe Wim van de Keibus pendant 8 ans. Et puis après, j'ai créé avec un autre ami cette compagnie-là, parce que c'est aussi un danseur, un ami danseur. On voulait faire un truc ensemble et on s'est dit que pour faire quelque chose, il fallait avoir une structure. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette compagnie. Et puis à côté de ça, voilà, je travaille avec la compagnie, mais je travaille entre autres avec d'autres compagnies, comme avec Delphine ou d'autres compagnies avec qui j'ai travaillé, que ce soit en Belgique ou en France ou en Allemagne. Que voilà, ça va un peu dans tous les sens, quoi. Comment sur une scène qui est quand même un espace assez large, c'est pas forcément évident à repérer, surtout quand on n'a pas la canne blanche pour s'en occuper, comment on se débrouille quand on n'y voit pas? Comme l'a expliqué Delphine tout à l'heure, on a des repères au sol, avec le papier bulle à l'avant et à l'arrière. J'utilise tout ce qu'il faut, c'est-à-dire j'utilise le sol, les repères au sol, c'est-à-dire bêtement les scotch qui permettent de tracer les lignes pour séparer, enfin pour coller les tapis de danse au sol, c'est un repère. Le public, la musique, d'où vient la musique, s'il y a quelqu'un dans le public qui tousse, j'en sais rien, c'est pour moi tout ce qui est son est source d'orientation pour moi. Donc après bien sûr quand il y a une création, par exemple, l'année passée j'ai fait un solo, là j'essaie moi-même de créer cet espace sonore qui va me permettre de m'orienter plus. Des haut-parleurs en avant-scène, j'ai des retours, je sais pas, pour être sûr que je dois aller peut-être un peu plus sur la droite, le technicien son va faire fonctionner qu'un seul haut-parleur le temps de quelques secondes, pour m'attirer vers la droite. Pareil s'il veut m'attirer vers la gauche. Il y a tous ces repères-là qui font que je n'ai pas besoin de canne, comme tu dis, sur scène. C'est que de l'improvisation clairière ou c'est quand même des choses qui sont un peu fixées? Il y a beaucoup d'improvisation. Après, on sait précisément ce sur quoi on improvise. Et il y a quelques moments qui sont fixés ou dont la structure est suffisamment définie pour qu'on n'ait pas tant de marge de manœuvre que ça pour improviser. Par exemple, sur le papier bulle à la fin, les mouvements ne sont pas fixés, mais comme la durée de traversée n'est pas très longue, qu'on doit être calé à différents endroits en même temps, et qu'on a des contraintes de mouvement, finalement on n'a pas tant de marge de manœuvre que ça par rapport aux possibilités. Alors vous avez fait ce spectacle sans faire place à l'audiodescription ou au souffleur d'images. Pour des non-voyants, c'est quand même peut-être pas si évident que ça d'écouter la danse sans vraiment avoir de description de ce qui se passe sur la scène. C'est quelque chose qui a été délibéré, je crois. Oui. Tout d'abord parce que c'était pas un spectacle pensé pour être accessible à la base. Les premières fois où on a accueilli du public déficient visuel sur ce spectacle, rien n'était mis en place. Et en fait, la plupart des retours ont quand même été assez positifs par rapport à ce que les personnes ressentaient et à l'imaginaire dans lequel ça les transportait, même si évidemment il y avait des moments d'incompréhension et une curiosité par rapport à ce qu'on pouvait faire comme mouvement. Mais moi, c'est des retours qui m'ont intéressée dans la mesure où c'est pas un duo où la gestuelle est très écrite, même elle n'est pas écrite, il y a des consignes d'improvisation comme je disais, mais il y a des qualités qu'on a explorées, mais il n'y a pas de mouvement défini, il n'y a pas une esthétique dans la manière par exemple de placer les bras ou le dos, il n'y a pas de figuratif non plus, et donc l'audiodescription pour moi c'était quelque chose que je ne voulais pas parce que comme il y a très peu de musique et qu'il y a une grande importance accordée à ce qui se passe sur le plateau qu'on peut écouter, je ne voulais pas que les casques puissent couper de ce qui se passe sur scène. Et je voulais que les sens du public déficient visuel puissent être totalement ouverts. Et les souffleurs d'images, en fait, le Festival de Marseille m'avait posé la question. Et j'étais embêtée parce que je me demandais quelle image ils pouvaient souffler
de ce spectacle où ma volonté première, justement, c'était pas de créer des images, mais plutôt de déplacer l'attention du public vers autre chose, même si évidemment il voit quelque chose, mais que ce qu'il voit soit mis en relation avec ce qu'il entend, ce qu'il peut percevoir autrement que par l'ouïe et la vue aussi. Et voilà, j'avais peur qu'un dispositif défini plaque comme une volonté soit d'interprétation, soit d'image, qui n'était pas du tout ce vers quoi on avait travaillé avec Saïd. Peut-être à tort, hein, c'est tout à fait possible, mais en tout cas c'est la raison pour laquelle on n'a rien mis en place. J'apprécie aussi cette différence dans les retours, en fait, de savoir qu'il y a des gens qui sont emmenés d'autre part, parce que finalement c'est aussi une situation dans laquelle se retrouve le public qui voit. Il y a des gens qui n'apprécient pas, des gens qui sont emmenés, et je trouvais, toujours peut-être à tort, mais en tout cas important de laisser la place à ce ressenti aussi, et que tout soit pas dans l'intellectualisation et la reconstitution de ce qui peut se placer sur le plateau. Puisque pour moi, en fait, dans cette pièce, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe entre le plateau et la salle. Oui, parce que vous faites intervenir le public, en fait, à un moment. Oui, enfin en tout cas, on aime beaucoup quand il intervient comme aujourd'hui, ça c'est sûr que c'est très appréciable. Et c'était voulu ou bien c'était, ça a été un peu spontané? Ça s'est passé comment? C'est voulu dans votre chorégraphie? Non, ou... mais à la base, non, c'était pas voulu. Je pense que c'est arrivé comme ça, c'est dans les courses. C'était vraiment à un moment donné de demander au public de m'aider à la retrouver. C'est arrivé comme ça, et c'est arrivé une fois, puis après maintenant on le fait à chaque fois. Mais c'est bien aussi, moi je trouve que dans un spectacle, ce qui est intéressant justement, c'est de sortir un peu de cette monotonie. Aussi c'est chouette de pouvoir créer dans le vivant, enfin dans l'action, de créer des nouveautés. Et c'est ce que permet l'improvisation, justement, par rapport à quelque chose qui serait écrit, figé. C'est une certaine liberté, je pense. Bien sûr. Et la première fois qu'il y a eu ce dialogue avec le public, c'est un petit garçon qui a répondu à Saïd, et c'était un petit garçon qui était complètement aveugle. Et on a mis un peu de temps sur scène à comprendre qu'il était complètement aveugle. Il disait n'importe quoi, forcément. Il disait « allez derrière toi, devant, tout ça ». Et en fait, on avait trouvé ça génial qu'il soit embarqué dans cette aventure de ne pas savoir où j'étais, de chercher au hasard, jusqu'à ce que ça tombe correctement.